À l'origine de tous les exploits, il y a souvent une histoire d'enfance. Mon père voulait que je fasse des études supérieures, et notamment des études de commerce, et moi je voulais pas, je voulais être marin. Donc à 17 ans, pour bien lui signifier que je voulais être marin, j'ai fugué de la maison, en lui laissant un petit mot sur mon oreiller, disant que voilà, je partais, je voulais être marin, que j'allais embarquer sur un cargo maltais. Charles Claden, l'un des marins les plus respectés en Bretagne, nous confie l'histoire de sa vie, le tout début de ses aventures en mer. Mon père, tout à fait affable et intelligemment, il me dit bon voilà, j'ai compris que tu voulais être marin, tout, ça te plaît, vraiment c'est ce que tu veux faire. Je dis oui papa, tu vois bien, moi il n'est pas question, je reprends mes études, je veux naviguer tout de suite et tout. Il me dit bah écoute voilà, je te mets le marche en main, moi je suis d'accord, mais dans ce cas-là, je veux que tu sois capitaine. Et capitaine, Carlos l'est devenu. Et pas n'importe lequel, puisqu'il commande l'équipage du remorqueur de haute mer, le plus puissant des côtes de France. Nous sommes au mois de février, il est 6 heures du matin. Une violente tempête se dirige vers la pointe bretonne. L'abbaye Bourbon, le baromètre de la ville de Brest, prend la mer. Brest pour Ouessant, je demande l'autorisation de prendre la passe nord. En passerelle, la concentration est à son maximum. On guette le moindre signal radio. Là, il y a 340, 42 nœuds, pointe à 54. La bec des stifs. Oui, c'est pour dire qu'on vient de quitter le coffre avec la bascule des vents là, et on va les caper là en profondeur. C'est le vent a basculé nord-ouest. Là, on a 42 nœuds avec 54 nœuds en rafale. En principe, c'est prévu monter, donc ça va faire des vents de 120-130 km/h. Notre travail, en fait, c'est intervenir entre l'incident, ce qui va être un incident, et l'accident lui-même. L'accident, c'est un bateau qui a une avarie de structure, par exemple, ou des choses comme ça. Donc là on va essayer de le ramener quelque part et de voir comment on peut limiter les conséquences de l'accident. Et là, on vient d'entendre encore, bon, il y a encore du monde dehors, hein, donc c'est pour ça que la préfecture maritime nous maintient en alerte météo ici sur Ouessant. Mais il est bientôt impossible de rester à l'ancre dans la baie du Stif à Ouessant. Le vent vient de tourner, pas question de se faire drosser sur la falaise. L'abbaye Bourbon doit être opérationnelle en cas d'alerte. Elle reprend donc la mer en direction du rail d'Ouessant. Ici, pourquoi c'est un endroit dangereux? Parce qu'on a des vents qui vont venir de nord-ouest, de l'ouest sur Roye, et on voit que tous les vents vont pousser les bateaux vers la côte, quelle que soit la direction. C'est pour ça que c'est très dangereux. De plus, il y a des phénomènes de courant, un courant très fort. Alors quand on a des vents contre le courant, ici on aura un phénomène d'amplification des vagues. Carlos nous parle de vagues, mais on dirait plutôt des montagnes d'eau. Le courage de ce capitaine et de ses matelots n'est plus à démontrer. Cela fait des années qu'ensemble, ils affrontent des mers déchaînées pour aller porter secours aux navires en détresse. Voilà, en tout cas, apparemment tout est en vrac derrière. En général, c'est Charles qui mène la danse.
Mais chacun des marins du bord connaît son rôle par cœur. Jean Romain, le second officier du bord, est l'une des plus jeunes recrues. Mais il a déjà vécu des sauvetages mémorables. Quand on arrive, l'objectif c'est donc d'aller à l'avant du bateau avec les membres d'équipage qui seront mis à notre disposition pour nous aider, pour passer la remorque le mieux possible. Après, l'équipage du navire en détresse, j'ai l'impression que quand ils nous voient arriver un peu comme les sauveteurs, parce qu'ils sont désemparés. Ça fait peut-être des fois déjà plusieurs heures qu'ils sont à la dérive, dans du mauvais temps. Donc ils n'ont aucun moyen de contrôler leur navire. Ils peuvent rouler bord sur bord, c'est fatigant, donc ils n'ont pas forcément le moral au top. Et je pense que de nous voir venir, c'est un peu un soulagement parce qu'ils se disent enfin on vient nous récupérer et nous prendre en main. Et on peut penser ça en tout cas. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est tout de suite confronté à l'activité, à l'opérationnel. Mais quelquefois, il peut y avoir des temps morts. Je pense à quand on avait fait l'Evolution, donc pareil, j'avais été rappelé, et puis sur l'Evolution, c'est un bateau chargé de produits chimiques, où les chimistes que l'on consulte à la cellule de crise de la préfecture maritime disent « attention, il y a 3 chimistes qui nous disent il y a peut-être un risque d'explosion si le bateau s'échoue ». Je commence à gamberger, et je me dis si je reste comme ça, je suis foutu. Et je me suis souvenu un truc de mon grand-père qui disait un truc, il disait si t'as peur, les trucs de gamin, il faut que tu apprennes à marcher sur ta peur. Et bêtement, c'est comme dans un hôpital, je suis rentré en état catalytique pratiquement, et je me suis levé, puis j'ai commencé à marcher. Et en répétant, en ayant cette image dans la tête, marcher sur ma peur, marcher sur ma peur, marcher sur ma peur. Lors d'une intervention en haute mer, il y a aussi l'attrait de la prime financière obtenue pour le sauvetage d'un cargo ou d'un porte-container. Mais ce qui motive ces marins hors normes, c'est le sens de la solidarité maritime. Derrière ces remorquages de navires se cache toute une organisation. Direction l'un des lieux les plus secrets de la Marine nationale. Nous nous faufilons dans un dédale de couloirs en compagnie du capitaine de vaisseau Yves Postek. Après plusieurs minutes de marche, nous entrons dans le COM, le centre opérationnel de la marine. Ce sont des marins absolument exceptionnels, endurcis, courageux, parce qu'ils affrontent quand même les conditions météo très très rudes. Et ils sont commandés par des commandants qui ont une science du sauvetage qui est assez rare. Oui, commandant, c'est le COM Locuo. Le commandant d'un navire, lui, veut retarder le plus possible le moment où il va prendre le remorqueur parce qu'il sait que ça va lui coûter de l'argent. Il devra en rendre compte à son armateur. Et donc pour ça, justement, le préfet maritime a les moyens d'agir. Il peut ordonner à un commandant de bateau de prendre la remorque parce que son bateau constitue un danger pour nos côtes, un danger immédiat. Le coup de vent va durer toute la nuit et on verra demain matin où on vous placera. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, merci, au revoir. Le rail d'Ouessant, territoire des marins de l'Abeille Bourbon, est un véritable autoroute maritime. 150 navires y transitent chaque jour, et pas des moindres. Porte-containers, pétroliers ou encore chimiquiers, il faut être prêt en cas d'alerte. Alors on s'entraîne sans relâche. Le but, c'est d'être prêt quand il faut. Ce qu'on préfère, c'est que rien ne se passe, comme tout le monde. Mais il est évident que le fait de s'entraîner,
Finalement, quand on se retrouve dans des conditions quelquefois qui peuvent être assez exceptionnelles, hein, c'est déjà arrivé, bon, bah, ça permet déjà d'évacuer une grosse partie du stress puisqu'on revient au geste professionnel, quoi. La mer est toujours plus forte, il faut toujours avoir ça en tête, ce qui fait que bon, on sait, par exemple, comment casser le bateau en une demi-heure. Ça c'est sûr. Donc dès qu'on va être en intervention, le but c'est toujours trouver la limite, le risque acceptable pour ne pas perdre de temps pour l'intervention, faire les choses et en même temps ne pas nous-mêmes avoir une avarie qui compromettrait l'ensemble de l'opération. Trouver la limite, marcher sur sa peur et réagir vite, très vite. Les sauveteurs de l'Abbaye Bourbon savent que chaque scénario est différent et qu'au bout du filin, plusieurs vies humaines sont en jeu. C'est un moment où on est très très près du bateau en détresse. On peut être à une dizaine de mètres ou une quinzaine de mètres de son bulbe. Donc c'est pas évident de viser non plus parce qu'il y a le vent, les bateaux qui bougent. Souvent des fois le bateau en détresse il est très très haut par rapport à nous. Donc tout ça augmente la difficulté du tir de la roquette. Pendant que sur le pont arrière les hommes s'activent, d'autres marins sont aux aguets dans la salle des machines, le ventre de l'Abeille. Nous sommes dans le centre névralgique du remorqueur. La réussite d'une intervention de sauvetage dépend non seulement de l'expérience du commandant, mais aussi de la puissance des moteurs. Les mécaniciens, lors des interventions, sont souvent sur les dents. Dans la passerelle, les machines sont pareilles. On voit bien donc les deux hélices donc, qui servent à la propulsion mais aussi à la manœuvre en remorquage. Et surtout, ce qu'on n'a pas sur d'autres navires, les deux propulseurs arrière ici, deux propulseurs d'étrave qui servent en fait à maintenir le bateau en position pendant la prise de remorque. Donc ça permet, on a 1200 chevaux sur chaque propulseur, donc x2 à l'avant, 800 chevaux à l'arrière. Donc au niveau maintien de la position du bateau, près du navire à assister, on a pratiquement ce qui se fait de mieux en positionnement. Et pourtant, malgré la fiabilité des moteurs, le danger est bien là, à quelques mètres seulement. Nous sommes le 18 janvier 2007. Le Napoli, dont la coque est fissurée, commence à tanguer dangereusement. Ça y est, ça a marqué. Ouais, c'est bon. J'avouerai que quand je suis arrivé en Super Frelon, on était les premiers arrivés à bord. Quand je suis arrivé au-dessus, j'ai vu le bateau cassé. Mon premier truc, ça a été de me dire on fait demi-tour, quoi. On reste pas là parce qu'on ne savait pas quoi faire. On voyait bien que le bateau allait casser, il y avait tempête, donc être à bord, c'était risqué. Mais bon, on est dans des métiers où il faut essayer de trouver, essayer de faire quelque chose, quoi. On est confronté à l'accident. Donc dans ce cas-là, essayer de trouver le moins mauvais compromis, je dirais, de ce qu'on peut faire. Donc, comme je dis toujours, dans ce type d'affaires, c'est une affaire qui ressemble à pas de chance, il faut y aller. Et il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Oh le nanar, de Dieu, de nom de Dieu, de nanar. Le câble de la remorque finit par lâcher sous la force des coups de boutoir. Impossible de manœuvrer le porte-container. Tirez au vent.
Pascal. Après plusieurs jours de dérive, le Napoli est finalement échoué sur une plage de Cornouailles en Angleterre. Pour les sauveteurs français et anglais, cette opération n'est pas un très bon souvenir. Le métier de sauveteur, c'est un métier de ruminant. C'est comme les vaches. C'est-à-dire qu'après chaque opération, on dit qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Il y a tellement de pression au moment de l'opération que forcément, derrière, il y a on fait un peu une crise de compensation, quoi. Derrière, il y a la trouille, la peur rétrospective qui est là, qui vient, il y a des tas de choses. Et ça, comment dire, on ne s'y habitue pas. Chaque opération, quelquefois, c'est des choses qui s'ajoutent. Ça, on ne s'y habitue pas. La seule chose qu'on apprend avec le temps, c'est que ça passe. Nous sommes à quelques encablures de Manhattan. Plus exactement dans le détroit de Long Island, où dans quelques heures, un chantier étonnant va commencer. À bord d'une pilotine, Patrick Bart, l'un des patrons et armateurs du Skagerrak, le plus gros navire câblier du monde. Le Skagerrak appartient à un groupe français, leader sur la fabrication et la pose de câbles en tout genre. Aujourd'hui, on est à New York. Dans 3 mois, on sera en Abu Dhabi. Dans 1 an, on sera en Chine, sur toutes les mers du monde. L'équipage du Skagerrak a pour mission cette fois de remplacer les vieux câbles sous-marins reliant la centrale électrique de Long Island à une petite ville du Connecticut. En tout, 19 km de liaison électrique enfouis sous la mer. Un détail, les câbles devront franchir une petite île avant de toucher la terre ferme. En fait, à l'origine, le Skagerrak était une barge. Et cette barge a été modifiée il y a une 30aine d'années environ, en y mettant un plateau tournant de 7000 tonnes et en la motorisant pour devenir un vrai bateau câblier. C'était pour la pose d'un des premiers câbles sous-marins posés en mer du Nord, dans le détroit de Skagerrak, d'où son nom. Afin de mieux comprendre ce qui se trame au fond des océans, direction le sud de la Norvège, justement pas très loin du détroit de Skagerrak. C'est là que se trouve l'usine de fabrication de ces longs serpents noirs. Quelques mois avant les opérations de pose aux États-Unis, nous avons rendez-vous au fond du fjord d'Halden, le port d'attache du Skagerrak, avec Patrick Bart. Ouais, les câbleurs, ils ne peuvent pas s'empêcher de toucher les câbles. C'est quand même terrible. Même quand il y a du goudron. Mais c'est pas grave. C'est des belles bêtes, tout ça. L'usine de fabrication des câbles sous-marins ressemble étrangement à un vaste atelier de tissage. L'âme du câble, ses fils de cuivre, s'entrelacent avant d'être recouverts de plastique, de goudron et de cordes. Le tout formant une épaisse armure censée protéger le câble de toute agression sous-marine.
il est quasiment impossible d'aller réparer un câble au fond de la mer ou de faire une jonction au fond de la mer. Donc on fabrique le câble en une seule longueur, ça veut dire pour le câble qui nous intéresse qu'on va poser à New York, il y a eu 3 câbles parce qu'il y aura 3 câbles posés l'un à côté de l'autre et chacun de ces câbles fait un peu plus de 19 km de long. C'est une longueur moyenne pour une usine comme celle-là. Sachez que récemment, et l'année dernière, nous avons fait un câble de 156 km de long. Donc faire un câble en une seule longueur sans aucun défaut est très certainement la difficulté la plus importante. Une fois stocké dans l'usine, il faut plus d'1 semaine avant que le long serpent de cuivre s'enroule autour de la table tournante, placée sur le pont central du Skagerrak. Ce câblier est le seul à pouvoir embarquer une 50aine de kilomètres de câbles sous-marins. Au total, le Skagerrak supporte 7000 tonnes de câbles. Ainsi lesté, le navire mettra plus d'1 mois pour traverser l'océan Atlantique et rejoindre la côte est des États-Unis. La première fois que j'ai vu ce bateau, c'était il y a 4 ans. Je n'avais jamais vu un navire de ce genre. Je l'ai trouvé très étrange et honnêtement, je ne l'ai pas trouvé très beau. Je me suis dit, est-ce qu'il est vraiment moche ou je me trompe? Mais finalement, on découvre que ce navire a une âme. Petit à petit, on s'y attache. Malgré tous ces couloirs et ces chemins bizarres qu'il faut emprunter, de l'instant où tu commences à le connaître, ce bateau, eh bien tu l'aimes. Basée à Oslo, la capitale norvégienne, Nina est l'une des rares femmes à bord. Elle participe cependant à toutes les décisions concernant la pose des câbles sous-marins. Patrick Barth, lui, continue son inspection du navire. Les opérations qui viennent de commencer sont estimées à 80 millions d'euros. Avec des clients américains très pointilleux, l'équipage du Skagerrak n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Bridge, can you move the vessel 6 meters astern? Alors on est ici dans la cabine de pilotage du Cap-Jet. Le Cap-Jet, c'est ce robot qui est au fond de la mer. On le voit sur l'écran en haut à droite. Il est sur le câble actuellement et il est en train de creuser une tranchée de 2 mètres de profondeur au fond de laquelle va reposer le câble pour le protéger. Le Cap-Jet avance, il est piloté par les 2 opérateurs qui sont ici et le Skagerrak, lui, se positionne automatiquement en suivant le Cap-Jet grâce à un système de sondes qui sont positionnées sur le Cap-Jet et qui permet au Skagerrak de savoir en permanence où il est. Donc l'ensemble de la progression est relativement lente, mais elle est automatisée. Et ce sont en fait les 2 opérateurs qui sont là, faisant avancer le Cap-Jet, font progresser également le Skagerrak. Sous la surface de la mer, plusieurs engins lunaires. Ils naviguent à la recherche d'obstacles éventuels. Avec les graviers, la vase, la pollution et les casiers à homards présents dans le détroit de Long Island, les opérateurs du Skagerrak sont souvent obligés de remonter leurs étranges machines afin de les nettoyer. Après une semaine de travail, le premier câble est tiré et bien enterré. Désormais, une opération plus délicate est en cours sur le pont arrière. Le deuxième câble s'apprête à rejoindre la terre ferme. Nous avons sur ce pont 700 flotteurs qui vont nous servir à diriger le câble. Pour nous, c'est un vrai défi de placer ces flotteurs à la bonne vitesse. Parce que lorsque le câble se déroule, cela demande vraiment beaucoup de bras et d'énergie. On a besoin de beaucoup de monde sur le pont. Il faut absolument garder la cadence sans s'arrêter.
en suivant la vitesse du câble. On a même une poignée d'Américains qui nous aident. Vous pouvez voir qu'on est nombreux, que c'est un peu chaotique. Mais petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Tout va bien se passer. Les heures passent. Mètre par mètre, le dispositif prend la direction du rivage. Pendant qu'une partie de l'équipage du Skagerrak est sur le pont pour suivre les mouvements du câble, d'autres, au ras de l'eau, s'assurent que les flotteurs sont bien accrochés. À cet instant, pas question que le câble coule. Plusieurs petites vedettes sont amarrées au câble sous-marin pour contrer les courants de marée. Lentement mais sûrement, le long serpent noir se dirige vers une île minuscule. Elle est déserte et tranquille, pour l'instant. Il faut faire attention à ce qu'on va trouver au fond de la mer et faire attention à ce qu'un bidon qui repose là ou autre ne crée pas une pollution. Il y a une surveillance permanente des autorités qui sont à bord du Skagerrak pendant toute la pause et la protection, mais aussi des unités qui gravitent autour du Skagerrak, qui font des prélèvements de mer en permanence pour vérifier qu'il y a absence de pollution, etc. Pendant ce temps, à bord du Skagerrak, Nina s'apprête à souffler quelques minutes. Le câble est en train d'arriver sur cette petite île, où les plongeurs l'attendent pour retirer les flotteurs. Ensuite, le câble va passer par-dessus cette île pour rejoindre la barge qui se trouve de l'autre côté. En ce qui nous concerne, on va encore dérouler 2,5 km de câble. Ensuite, c'est la barge qui va le tirer jusqu'au continent. Parce qu'en fait, de l'autre côté de l'île, ça n'est pas assez profond pour le Skagerrak. Une fois le câble hissé sur l'île de Sheffield, il faut encore une dizaine d'heures pour rejoindre enfin le continent, la terre ferme, et donc l'usine électrique. Il fait très froid, il est tard, mais sur le rivage et à bord du Skagerrak, les équipages sont soulagés. D'ici 3 mois, le courant passera à nouveau entre Long Island et l'État du Connecticut. C'est vrai qu'à bord, les aménagements ne sont pas très modernes. Pourtant, les gens aiment travailler sur ce bateau. Sur 48 cabines, il n'y en a que 4 avec douche et toilette. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que les gens aiment les relations que nous avons à bord du Skagerrak. J'aime ce navire. Il ressemble un peu à une gentille vieille dame. Dans les 5 années à venir, on déroulera autant de câbles au fond des océans que durant les 50 dernières années. Le capitaine Guðbjörn et sa vieille dame high-tech sont donc loin, très loin d'être à la retraite.